Bonjour à tous et bienvenue pour cette neuvième session des jeudis d'Onco-Occitanie, donc le rendez-vous des soins oncologiques de support dans notre belle région. Au programme de ce jeudi 29 septembre, nous allons parler de support social avec trois intervenantes au top pour ce webinaire qui va durer donc 60 minutes, une heure de 13 heures à 14 heures. Donc on va essayer d'être ponctuel et de finir dans les temps à 14 heures précises. Je vais vous présenter quelques bonnes pratiques, quelques conseils pour suivre le webinaire. Pour le bon déroulement du webinaire, vos caméras, vos micros sont automatiquement désactivés pour éviter les bruits de fond. Vous pourrez néanmoins échanger avec nos intervenants au travers du module Q&R, questions-réponses. Le chat, l'onglet discussion est fermé. Mais si vous avez effectivement une question à poser à vos intervenants, vous n'hésitez pas via le module QR qui est juste au niveau de la barre outils à côté de l'onglet discussion. Pour tout problème technique, vous avez une hotline qui est mise en place avec Cassandra qui vous répondra au 05 31 15 65 12. Pensez également à activer le mode galerie pour avoir une meilleure visibilité de l'ensemble des participants. Le webinaire est enregistré, sachez-le, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site du réseau, donc vous pourrez le revisionner sans problème. Et votre avis compte énormément pour nous. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction à la fin de la réunion dans le chat, donc pensez bien à le compléter. Ça nous aide vraiment à nous améliorer et à prendre en compte vos avis. Au programme du jour, du coup, nous allons avoir une première intervention de Magali Sabatier qui nous vient de l'ICM, de l'Institut du cancer de Montpellier, qui va nous raconter une petite histoire de la profession. Ensuite, Emmanuel Sardou de l'Oncopole de Toulouse nous parlera de l'accompagnement social dans le projet de soins. Et nous terminerons avec Gaëlle Mouchet qui nous vient des Hautes-Pyrénées, de la HAD Résapi et qui présentera l'assistance sociale intégrée dans l'équipe pluridisciplinaire de soins. Donc chaque intervenante a 10 minutes d'intervention. Nous ferons donc les questions à la fin, mais n'hésitez pas à les poser directement dans l'onglet QR. Ces questions seront reprises oralement par les intervenantes qui les poseront donc à la personne qui pourra vous apporter une réponse dans les 20 dernières minutes de ce webinaire, donc de 13h40 à 14h. Je vais passer de suite la parole à Magali et je départage mon écran. Magali, tu peux y aller. Bonjour, alors je suis à vous. Alors, j'essaie juste de me mettre sur ma première diapo en fait. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est vraiment une première pour moi. Pas de souci, pas de souci. Alors, voilà, on voit mes notes. C'est parfait. Tu peux te mettre en plein écran en bas et impeccable. Voilà. Excusez-moi, bonjour à tous. Donc, je suis Magali Sabatier, je suis une des 6 assistantes sociales de l'Institut du cancer de Montpellier. Et en guise de première partie à ce travail, nous avons souhaité vous présenter un bref historique de l'émergence de notre profession et de son évolution essentiellement en milieu hospitalier. L'ambition ici n'est pas de présenter ou de décrire l'histoire du service social avec un grand H, bien sûr, je n'ai vraiment pas assez de temps, mais de présenter les grands jalons historiques et juridiques qui illustrent notre profession. Alors, ce sont bien sûr des choix personnels que j'ai faits sur les dates que je vous présente, mais voilà, j'espère qu'ils vous donneront envie aussi d'aller lire un petit peu l'histoire du service social. Alors, tout d'abord, la genèse de notre métier. Donc, cette partie elle va être, j'espère, pas trop longue, mais voilà. Alors, à l'origine du métier d'assistante sociale, notre métier était considéré comme une activité relevant de la charité chrétienne. Et c'est bien sous l'impulsion du christianisme que se sont créés les premiers asiles pour enfants et les premiers hôpitaux pour les adultes démunis, errants. Et c'est bien après la révolution de 1789 que se font de gros changements, notamment à partir de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui instaure le principe d'égalité et de fraternité pour tous les sujets de la nation.
Et dans cette même logique, se créent déjà les bureaux de bienfaisance dont l'objectif est d'organiser l'aide attribuée aux personnes les plus démunies. Nous sommes déjà à ce moment-là dans le passage d'une logique individuelle à une logique de solidarité collective basée sur une aide étatique et laïque. C'est la naissance de l'assistante publique et dit autrement, c'est le moment où l'État commence à prendre en charge les plus démunis. Donc, c'est également à partir du 19e siècle, la période dans laquelle se développent les industries. C'est un grand bouleversement dans les modes de vie des fonctionnements des périodes. C'est également une période d'exode rural, de grandes maladies, de grande précarité. Et c'est bien sous l'impulsion des pouvoirs publics et de certaines politiques hygiénistes que les travailleurs sociaux sont amenés à devoir apporter des réponses efficaces et adaptées. Donc, une date importante pour le travail social, c'est en 1896 la création des premières maisons sociales grâce à l'impulsion de deux femmes, Marie Gaëry et ensuite Marie-Jeanne Bassot. Le premier objectif des maisons sociales est plutôt ancré, ces maisons sont ancrées sur les quartiers et l'objectif est de répondre aux nécessités de la vie quotidienne des personnes, notamment de procurer des soins aux malades, de trouver un espace de garderie pour les femmes qui travaillent ou qui sont mères célibataires. C'est également un endroit où sont fournis des soutiens juridiques et sociaux. Il y a également des cours de dessin. Enfin, il y a de multiples choses qui sont faites dans ces maisons. En travail social, on a l'habitude de dire que c'est le début de l'approche de la santé communautaire. En 1903, il y a une autre femme pionnière qui s'appelle Léonie Chaptal, qui, par souci de lutter contre la tuberculose efficacement, commence à travailler différemment et crée, sous l'impulsion aussi d'un médecin, la fonction d'infirmière visiteuse. Et c'est bien après une formation, je crois, qui durait 4 ans, que ces personnes interviennent au domicile des personnes malades pour lutter efficacement contre la contamination par une éducation sanitaire et prophylactique. Et là, on est déjà bien dans le champ de la prévention, excusez-moi, de notre travail. Donc là, on est en 1901, 1903. À cette époque-là, se voit créer l'École normale de service social en 1911. En 1913, la Société des infirmières visiteuses. C'est également la période de la guerre de 14-18 et des prémices du service social hospitalier, impulsée essentiellement par des approches américaines où les premières assistantes sociales sont positionnées dans des établissements de santé. Et je ne l'ai pas détaillé là, mais c'est aussi à cette période-là où se crée la profession d'intendante d'usine qui ouvre la voie au service social après d'entreprise. Alors, donc on est sur cette période d'après-guerre où le service social commence à s'instituer à l'hôpital par l'intervention de Madame Guetting. Je vous en laisse lire les missions qui ne sont pas très, très éloignées de ce que le service social peut faire actuellement. Voilà. À la lecture de ces missions, on peut voir déjà que l'assistante sociale est à l'interface entre le médecin, excusez-moi, voilà, c'est ça, l'assistante sociale est à l'interface entre le médecin et les malades, avec les familles, et qu'on est bien au carrefour du social et du médical. C'est aussi cette approche-là qui permet la création des infirmières visiteuses. Et dans la petite citation que je vous ai notée, voilà, on voit bien que l'assistante sociale est là pour accompagner le travail du médecin dans la compréhension que le patient peut en faire. Donc, après cette période-là, on appelle ça la professionnalisation du service social. Nous sommes également dans la... Donc, je vous parlais de la création du diplôme des infirmières visiteuses, donc en 1922.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de noter que 10 ans plus tard, il y a la fusion de ces deux compétences, à savoir la compétence sociale et la compétence médicale de l'infirmière pour en faire une seule profession. C'est également la période où le service social hospitalier est reconnu d'utilité publique. Entre 1932 et 1950, petit rappel, c'est la création de la sécurité sociale. C'est également la création des bureaux de bienfaisance qui deviennent après les bureaux d'aide sociale, qui deviendront ce que nous appelons actuellement les centres communaux d'action sociale. Donc, dans la période 1944-1948, c'est également la création de l'association de la structure qui va devenir actuellement l'Association nationale des assistants de services sociaux. Et c'est également la période de professionnalisation qui réglemente notre profession avec la loi de 1946 qui porte sur le secret professionnel et le respect de notre titre, mais également en 1950 la création du code de déontologie qui précise que les assistantes sociales sont dépendantes administrativement des institutions qui les emploient, mais indépendantes techniquement. Donc, voilà, la loi de 1950 aussi définit le service social comme un service spécialisé, voilà, qui fait partie de l'équipe médicale tout en étant partenaire du service administratif. 1969, c'est la séparation des diplômes assistante sociale et infirmière. Après, il y aurait bien d'autres dates à vous présenter, mais on arrive en 2004 sur notre référentiel de compétences. Alors, en termes d'évolution, voilà, ce qui a marqué aussi le service social hospitalier, moi j'appelais ça les zones de turbulence parce que ça a créé quand même un bon nombre de mouvements, de modifications dans l'organisation de nos équipes. Donc, la période des réformes telles que la création de la tarification à l'acte, la T2A, qui impose des modifications après dans l'organisation sanitaire dans sa dimension hospitalière. Après, je pense qu'on peut-être on pourra revenir sur ce que c'est la tarification à l'acte, mais en tout cas, ça induit un repositionnement du service social avec ce fonctionnement, puisque tout ce qui touche à la personne et tout ce qui pourrait être amené de la situation sociale de la personne, qui pourrait entraîner des retards de soins, enfin des problèmes de sortie, n'est pas du tout comptabilisé dans ce travail hospitalier. Une autre des réformes importantes, c'est la loi de 2009, voilà, qui porte réforme à l'hôpital. À ce moment-là, le service social devient un peu plus le révélateur des dysfonctionnements, met en lumière et fait remonter les lacunes, les manquements et les nouveaux besoins. Je trouve que c'est à partir de ce moment-là aussi où à l'hôpital, on a un rôle de médiation qui intervient de plus en plus. Et un petit peu pour vous dire de nos jours où nous en sommes. Donc, maintenant, nous avons un décret qui définit nos missions. Donc, je ne vais pas le détailler parce que les collègues les présenteront dans les postes suivants. Nous faisons partie pleinement des équipes de soins de support. Je pense que majoritairement, voilà, dans bon nombre d'établissements, ce transfert est fait. Ce qui n'était pas le cas pendant de nombreuses années. On a pu voir des services sociaux qui étaient articulés plutôt avec la partie administrative des institutions, la partie comptabilité, voilà. Donc, majoritairement, maintenant, nous faisons partie du panel de soins des soins de support. Et ce que je trouvais intéressant aussi à vous montrer, c'est que depuis 2020, l'Association nationale des assistants sociaux entre à la Conférence nationale de santé. Et brièvement, la conférence de santé, c'est un lieu de concertation sur les questions de santé. C'est un organisme consultatif qui est placé auprès du ministère chargé de la santé. Et je trouve que c'est une chouette avancée pour notre profession que d'être à cette place-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je départage. Merci beaucoup, Magali. Nous allons accueillir Emmanuel Sardou. Bonjour.
Donc, je prends le relais. Donc, je suis Emmanuelle Sardou, je suis assistante sociale à l'Institut universitaire du cancer de Toulouse, Oncopole. Et en effet, je fais partie du département des soins de support et je collabore avec 6 assistantes sociales voilà, qui sont mes collègues. Donc, pour débuter, moi, je vais aborder l'accompagnement social dans le projet de soins. Donc, lorsque le cancer fait éruption dans la vie d'une personne, cette personne va devoir intégrer la maladie et ses conséquences dans son quotidien. Parfois, la maladie va venir déstabiliser l'équilibre de vie de la personne et donc impacter des sphères très diverses qui vont parfois nécessiter un accompagnement social. Donc, à quel moment peut-on solliciter le service social? Donc, nous intervenons à tout moment du parcours de soins du patient. C'est sans prescription médicale. C'est à la demande du patient, mais aussi de son entourage ou de tout professionnel qui est impliqué dans la prise en charge de soins du patient, que ça soit prise en charge médicale et ou sociale, et que ce soit des professionnels en interne, donc qui appartiennent à l'établissement de soins, ou même des professionnels externes. Donc, pour quelles raisons peut-on interpeller le service social, solliciter le service social? Alors, c'est parce que l'impact psychosocial du cancer est important dans la vie des malades et de l'entourage. Donc, on voit très souvent, on observe qu'il y a une fatigue persistante due au traitement. L'estime de soi peut être fragilisée, il peut y avoir un isolement, des modifications dans la place et les rôles dans le cercle familial. La vie professionnelle peut être perturbée, mais aussi on voit chez les plus jeunes les études qui sont parfois à aménager ou à repenser. Parfois même les examens sont à aménager. Donc il y a une incidence forte de la maladie sur le quotidien du patient et de son entourage. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc voilà, là j'ai mis quelques domaines d'intervention, donc ce n'est pas une liste exhaustive, mais voilà, quelques exemples de l'intervention du service social en cancérologie. Donc, on va intervenir, par exemple, dans le domaine professionnel. On peut ouvrir des droits qui sont en lien avec la maladie. Donc, ça peut être l'indemnisation d'un arrêt de travail, comment obtenir un congé longue maladie et faire les démarches pour que la personne l'obtienne, ou encore faire une demande de pension d'invalidité. Ça peut être le domaine de l'accès aux soins, dans l'ouverture de tout ce qui est couverture de base, PUMA, C2S ou encore les complémentaires, la LD. On peut aussi intervenir dans la sphère familiale, comme quand il y a des ruptures familiales, des séparations, parfois des violences, lorsque les patients ont des enfants en bas âge ou alors un parent dépendant, un aidant lui-même malade. Dans la vie quotidienne, ça peut être par exemple la mise en place d'aides à domicile, que ce soit de l'auxiliaire de vie ou de l'aide ménagère, par exemple, ou encore dans le logement, on peut être appelé et être amené à faire des demandes d'appartements de coordination thérapeutique ou éventuellement des demandes sur des lits halte soins santé. Voilà, donc on voit bien que en fait, au cœur de l'accompagnement social se situe quand même toujours le projet de vie du patient. Et après, évidemment, il y a cette sphère, donc tout ce qui est accès aux droits, aspect financier, donc tout ça fait partie de notre travail. Donc, on va élargir le projet de vie du patient à toute cette sphère pour vraiment comprendre sa problématique et essayer d'intervenir où il faut. Voilà, selon les besoins du patient. Donc, par conséquent, on observe vraiment qu'il y a une problématique sociale et que les problématiques sociales sont larges, que les conséquences sont multiples, que parfois une fragilité sociale peut apparaître pendant les soins et parfois même cette problématique sociale peut s'accroître et on arrive à un risque de précarisation. Les difficultés sociales peuvent aussi venir perturber le bon déroulement des soins et donc ce qui est d'autant plus problématique pour que le patient soit compliant aux soins. Voilà. Donc, on voit que la dimension sociale a vraiment tout intérêt à être intégrée à la prise en charge médicale du patient et à être vraiment étroitement articulée avec les soins.
Et ça, dès le début de la prise en charge thérapeutique et tout au long du suivi médical. Voilà. Donc, décrire notre métier, notre accompagnement social, ce n'est pas forcément évident pour nous, même pour les professionnels, parce qu'il y a un côté très technique, mais aussi il y a un côté, une part invisible de notre travail qui est non quantifiable et qui touche à la relation d'aide. Donc, voilà, notre métier, c'est quand même beaucoup d'activités qui sont vastes et variées et qui touchent à beaucoup de domaines différents. Donc, de manière très schématique, pour essayer d'expliquer, donc, notre accompagnement social, il va se décliner en 4 grandes étapes qui sont d'abord l'évaluation globale de la situation du patient et de son entourage, ça va être son environnement, ça va être un peu ce qu'on appelle, nous, le recueil de données. Ça va être l'analyse des besoins et des problématiques rencontrées par le patient et ses aidants qui sont confrontés à la maladie. La mise en place de l'accompagnement social, qui est un plan d'aide qui doit être personnalisé, et on comprendra après pourquoi, je développe un petit peu dans la suite. Et après, il va être question de tout ce qui est orientation, relais, coordination vers les partenaires extérieurs, ville-hôpital. Voilà, donc pour comprendre pourquoi il faut un accompagnement social personnalisé, c'est parce que la situation de chaque patient est singulière et évolutive, donc elle nécessite d'adapter continuellement les réponses sociales. On va devoir les adapter non seulement aux besoins du patient, donc les difficultés qu'il rencontre, au profil du patient, c'est-à-dire très différent selon son âge, son statut professionnel, sa situation administrative, ses conditions de vie, etc., sa culture. Et tout ça, ça sera dans le respect de la personne, évidemment, et de ses choix de vie. Et ça va être aussi dans le respect de la temporalité du patient et de son entourage, notamment dans l'acceptation de la maladie, du handicap ou d'une invalidité. Mais ça va être aussi dans le respect de son projet de soins. Donc, il va falloir aussi s'adapter au plan de traitement, à la fréquence des hospitalisations, tout en cohérence avec évidemment une réalité médicale, celle du patient, donc ses effets secondaires, la perte d'autonomie parfois, des chirurgies invalidantes, et également une réalité de terrain qui est de plus en plus complexe, avec des aidants parfois épuisés, des dispositifs absents ou alors inadaptés, une lenteur administrative et qui ne s'arrange pas au fil des années, des procédures complexes, des fois des durées d'hospitalisation qui sont réduites. Donc, c'est un équilibre qui est parfois difficile à trouver et surtout très délicat à faire perdurer dans le temps. Voilà. Donc, un constat pour notre accompagnement social dans le projet de soins, c'est qu'on trouve une grande diversité dans les profils des patients rencontrés, selon leur âge, leur statut professionnel, la situation familiale, leur culture, leurs origines. On retrouve aussi une grande diversité dans les problématiques rencontrées, qui peuvent être d'ordre familial, professionnel, administratif, financière, de scolarité, de logement, etc. Et cette grande diversité, elle est associée à des situations médicales qui sont évolutives et des prises en charge de la maladie qui sont à des stades différents de cette maladie. Voilà. Et on associe ça avec une complexité grandissante des situations des patients et donc qui nous demande de nous beaucoup de temps consacré à une veille sociale. Et on constate aussi qu'il y a une évolution constante en matière du droit social. Donc, au-delà de la rencontre avec le patient, il y a tout un travail derrière de recherche, de veille sociale et juridique, et j'en reviens à ça. Hein, c'est que ce constat, il implique évidemment que l'accompagnement social doit être personnalisé et que nos compétences en tant qu'assistant de service social doivent être de plus en plus techniques et que qu'il y a un temps considérable dédié à cette recherche, à cette veille sociale et juridique. Voilà. Donc, j'essaie de dire que oui, l'accompagnement, en effet, c'est cette technicité, l'accompagnement social, mais pas que. En fait, on accompagne le patient au fil des entretiens. Il faut créer un climat de confiance,
Donc, ce climat de confiance va nous permettre de comprendre aussi quelle est la réalité du patient, quelle est sa vie et quel est son quotidien. Ces échanges vont nous permettre de recueillir des informations qui sont importantes pour nous en tant que professionnels, pour comprendre sa situation. Et on va essayer au fil du temps de, évidemment, respecter le temps du patient, mais aussi d'être cohérent avec le temps de l'entourage et ce temps médical qui n'est pas forcément le même que le temps institutionnel et le temps administratif. Donc, dans l'accompagnement social aussi, ce qu'on voit, c'est que régulièrement, on a des réunions de concertation pluridisciplinaires, des stades, des transmissions, etc., qui nous permettent d'échanger sur la situation médicale, sociale, psychologique du patient et de faire passer aussi et d'évoluer en fonction de son projet de vie. Ces réunions, elles nous permettent de réajuster parfois notre accompagnement en fonction de l'évolution de la situation du patient et aussi en fonction aussi de ses propres demandes, parce que le patient évolue lui aussi dans l'accompagnement médical et social et peut avoir différentes problématiques et différentes nouvelles demandes. Voilà. Pour conclure, ce que je voulais dire surtout, c'est que l'accompagnement social, c'était oui cette technicité, mais que c'était aussi le fait d'être dans l'accueil du patient pour à la fois le soutenir à un moment de vie très particulier quand même qu'est la maladie cancer, et que cet accueil il ne peut se faire qu'à partir du moment où on est dans l'écoute, la disponibilité, évidemment l'empathie et aussi le respect, parce qu'il faut avoir de la confidentialité par moment et il faut que le patient pour cela puisse se sentir considéré dans sa singularité et respecté dans ses choix pour être pour créer ce climat de confiance et qu'il puisse vraiment accepter l'accompagnement social qu'on peut lui proposer. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Emmanuelle. Nous avons une première question qu'on posera à la fin des interventions. On accueille Gaëlle Mouchet pour la troisième et dernière intervention. Gaëlle, c'est à toi. Bonjour, bonjour à tous, pardon. Donc, je pense que c'est bon au niveau du partage d'écran. Donc, oui, pour mon intervention, cette dernière intervention, pardon, porte sur l'assistant de service social intégré dans l'équipe pluridisciplinaire de soins. Donc, j'ai souhaité tout d'abord revenir un petit peu sur la pluridisciplinarité, notamment parce que cette pluridisciplinarité-là, c'est aussi des différences qui se rencontrent, puisque l'équipe pluridisciplinaire, elle se compose de différentes personnes, de différentes professions qui sont complémentaires et surtout qui sont réunies autour d'un travail commun, le prendre soin et l'accompagnement des personnes. Donc, ces équipes pluridisciplinaires, elles sont constituées de l'ensemble des acteurs de la prise en charge d'une personne, y compris les aidants. Nous avons pris le parti d'inclure les aidants dans l'équipe pluridisciplinaire parce que l'aidant fait partie intégrante de la prise en charge. C'est un parti pris peut-être pour certains. En tout cas, l'objectif de ce travail en équipe, c'est vraiment de favoriser la notion d'approche globale ou complexe, c'est-à-dire une approche où on prend en compte la totalité de la situation dans sa globalité, avec toutes les dimensions de la personne qui sont abordées et éclairées au regard de différents professionnels. Le plan cancer 2014-2019, d'ailleurs, insistait sur cette notion d'approche globale et mettait en avant l'intérêt de prendre en compte l'ensemble des besoins sur le plan physique, psychologique et social. Le comment, on a souhaité
mettre en avant ce comment, surtout en fait, pour faire ressortir deux notions qui nous semblaient essentielles dans la pluridisciplinarité. Le fait tout d'abord de reconnaître à chacun des compétences qui lui sont propres, c'est-à-dire travailler en confiance avec les autres professionnels et les autres partenaires. C'est être à l'écoute de l'autre et d'un point de vue qui peut être différent du sien, c'est se nourrir de ces autres approches-là, toujours dans cet intérêt commun ou cet objectif commun qui est le patient. Le deuxième point sur lequel il nous semblait important de revenir dans ce comment, c'était également le fait que la pluridisciplinarité et le travail en équipe pluridisciplinaire émane en tout cas vraiment d'une volonté institutionnelle d'organiser ces temps de travail-là. Et il faut absolument que l'institution soit partie prenante de cette organisation de façon à laisser ces temps d'échange aux professionnels pour pouvoir aborder chaque situation dans son intégralité. Donc, pour pouvoir travailler ensemble, il est indispensable de se connaître. L'intervention de l'assistante sociale, je ne vais pas y revenir puisqu'Emmanuelle a déjà vraiment été très précise sur nos modalités d'intervention, si ce n'est juste rappeler que l'assistante de service social n'intervient pas sur une injonction puisqu'on est toujours dans cette recherche d'adhésion de la personne et ou de son entourage. Qu'on peut être sollicité à tout moment et par n'importe quel intervenant auprès du patient, que ce soit l'entourage ou un professionnel, et ce, à n'importe quel moment de la prise en charge. Il peut y avoir des moments où les professionnels de santé hésitent ou ne savent pas trop quand est-ce qu'il faut nous solliciter ou pas. Il existe des outils de repérage des fragilités sociales qui peuvent permettre aux équipes d'orienter des situations, ou en tout cas d'indiquer, de donner des indicateurs d'orientation. Ça peut être des outils internes créés par les services sociaux hospitaliers dans chaque institution. Il existe aussi des grilles qui ont été pensées en ce sens-là. Ce sur quoi nous, on souhaitait vraiment insister, c'est que mieux vaut solliciter pour rien, tout simplement parce qu'une première rencontre, c'est aussi l'occasion de se présenter et d'aborder des points avec la personne qui peuvent être source de cheminement à un moment donné. Ce cheminement-là, on en a un petit peu, Emmanuelle en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ce cheminement-là, c'est vraiment cette question de la temporalité. La temporalité qui est vraiment, qui peut être très différente en fonction de là d'où on parle. Il y a ce temps médical qui est très différent du temps social et qui sont eux-mêmes très différents du temps de la personne et de son entourage. On a vraiment un temps médical qui exige fréquemment une réponse médicale rapide et technique qui peut se heurter à la lourdeur des démarches administratives au niveau social notamment, à la lenteur des services et à des réponses parfois qui arrivent dans des délais qui ne sont pas du tout adaptés. Et tout ça se confronte aussi au temps de la personne et de son entourage. Le temps de l'acceptation de la maladie et de ses impacts, comme le rappelait tout à l'heure Emmanuelle. Et l'assistant de service social est vraiment au carrefour de ces temps-là. Il peut avoir ce rôle de médiateur entre une équipe de soins qui est dans ce temps médical et le patient et son entourage qui sont dans un temps de cheminement par rapport à la maladie, aux diagnostics qui sont posés, aux propositions de traitement qui nécessitent de prendre des décisions. Voilà. Et l'assistant de service social est vraiment ce médiateur-là et accompagne le patient et son entourage et aussi l'équipe soignante dans ces différentes temporalités. Ces différentes temporalités qui sont d'ailleurs aujourd'hui, dont les écarts sont accrus aujourd'hui par la conjoncture actuelle où
on a des séjours hospitaliers qui sont de plus en plus réduits, des sorties qui se font de plus en plus rapidement, un nombre de lits restreint, un secteur de l'aide à la personne qui est en difficulté aujourd'hui, hein, de recrutement et de réponse aux demandes qu'on peut leur faire, et un secteur du libéral aussi qui est en tension actuellement, que ce soit au niveau des médecins traitants ou des services des infirmiers libéraux. Du coup, cette question-là, elle nous amène à cette croisée où l'assistance sociale est vraiment à la croisée du projet de soins et du projet de vie. On avait envie de revenir sur ce lien ville-hôpital-ville de ma place, voilà, en tant qu'assistante sociale en service d'hospitalisation à domicile. Moi, je suis vraiment sur cette articulation-là, mais de façon générale, l'assistante du service social hospitalier a cette mission-là, ou dans ces missions, le fait de favoriser les conditions du retour ou du maintien à domicile du patient. Dans cette mission-là, le lien partenarial avec les professionnels de ville est essentiel et indispensable, d'autant plus que le parcours de soins d'un patient atteint de cancer aujourd'hui est maillé d'aller-retour à l'hôpital. Du coup, ce travail de coordination, il se fait en lien direct avec les différents acteurs de la prise en charge. Il y a cette triangulaire un petit peu où il y a le patient et son entourage avec les besoins qui sont exprimés, les besoins que lui et que ses aidants peuvent exprimer dans la gestion du quotidien, dans l'organisation des soins à domicile. Il y a aussi on va travailler avec le personnel soignant, les infirmiers coordinateurs notamment, qui ont un rôle essentiel aussi dans cette coordination de retour, de maintien à domicile au niveau des besoins médicaux et de l'autonomie des personnes. Et nous, c'est vraiment sur cette articulation-là qu'on va travailler avec le patient, avec les infirmiers coordinateurs, sur les besoins médicaux qui viennent un petit peu en parallèle parfois et qu'il va falloir arriver à coordonner avec les besoins exprimés par le patient et son entourage. Tout ça en lien avec les partenaires extérieurs, puisque ce schéma qu'on vous présente là, l'objectif principal, c'est vraiment de prendre en compte la totalité des besoins de la personne et de réorienter vers les services, les partenaires de ville, pour pouvoir assurer la continuité de la prise en charge et la continuité des soins à domicile. Du coup, je reviendrai sur ce travail de coordination qui nécessite vraiment, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, une connaissance accrue des acteurs du territoire et une réactualisation permanente des structures et des dispositifs qui existent. Ce travail de coordination, je crois qu'aujourd'hui, au vu du contexte que l'on traverse actuellement dans le secteur du sanitaire et du médico-social, avec les tensions qui existent aujourd'hui, je crois qu'il faut se laisser cette liberté de pratique innovante. Il faut pouvoir être en capacité de faire preuve d'innovation dans les relations partenariales que l'on peut créer avec les services hospitaliers, les services de ville. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réussisse à travailler cette coordination-là entre l'hôpital et la ville. Je prendrai pour exemple, alors c'est un exemple, l'exemple du territoire sur lequel je travaille, l'exemple des Hautes-Pyrénées. Les Hautes-Pyrénées, le conseil départemental, par délégation d'État, porte la plupart des aides sociales aujourd'hui et du financement des aides sociales. Nous, dans les Hautes-Pyrénées, le conseil départemental a créé un partenariat depuis plusieurs années déjà avec Relais Santé Pyrénées, donc, qui est un groupement de coopération sanitaire qui porte plusieurs structures, dont l'HAD et aussi le DAC, le dispositif d'appui à la coordination. Et donc, le département a permis, avec ce partenariat, aux travailleurs sociaux de Relais Santé Pyrénées de pouvoir instruire et mettre en œuvre des plans d'aide APA et PCH. Je reviens brièvement sur l'APA et la PCH. Donc, l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie,
qui est l'aide donc qui permet aux personnes de plus de 60 ans de bénéficier d'une aide financière pour financer des aides à la personne et du matériel ou de l'aménagement de logement. Et le pendant étant la PCH pour les personnes de moins de 60 ans. Ce dispositif-là et ce partenariat, cette délégation de compétences du département nous permet aujourd'hui dans les Hautes-Pyrénées de pouvoir mettre en œuvre des plans d'aide de façon extrêmement réactive. Et ça, c'est une vraie plus-value, principalement pour le patient, parce que clairement, ça permet aux patients de rentrer à domicile avec un plan d'aide qui est déjà actif, qui est déjà mis en place et qui est déjà validé au niveau du financement. Ça nous permet à nous d'être hyper réactifs sur cette mise en place. Et ça, c'est un vrai confort pour le patient en premier lieu. Ça permet de réduire les délais au niveau des sorties d'hospitalisation, très clairement. Et ça permet surtout une fluidité des prises en charge. Ce partenariat-là, alors peut-être qu'il existe dans d'autres départements, en tout cas, c'est vraiment unique sur le territoire ici. Et on voit parfois, il nous arrive de travailler avec des départements voisins, on voit que cette question de temporalité, cette question de réactivité à la réponse, elle est pas du tout la même et ça crée effectivement une coordination qui est beaucoup plus complexe. Du coup, je souhaitais vraiment insister sur cette idée de ne pas se laisser de freins, enfin de ne pas se donner de freins, en tout cas, dans les pratiques qu'on peut penser. L'idée, c'est de travailler tous ensemble dans ce projet commun et surtout, au vu du contexte actuel, vers des pratiques innovantes, originales et avec un point d'orgue qui est la prise en charge du patient et la bonne prise en charge du patient. Je conclurai cette troisième partie juste pour revenir donc sur le travail de l'assistance sociale dans l'équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale du patient et surtout parce que le projet de soins se construit avec le projet de vie. Merci. Merci beaucoup, Gaëlle. Donc, on va passer au temps d'échange. Donc, nous avons 4 questions. La première, Gaëlle y a répondu sur le chat, mais je me permets de te la reposer, Gaëlle, pour que tu puisses la donner oralement. Quelles sont les limites de l'accompagnement social dans le temps ? Oui, j'ai répondu sur le chat. En fait, il n'y a pas vraiment. Alors, je parle aussi avec l'appui de mes collègues Emmanuel et Magali, mais il n'y a pas vraiment de limite dans le temps, en fait, de l'accompagnement, si ce n'est le respect de notre cadre d'intervention. Notre rôle étant de réorienter si on n'est plus dans notre cadre, c'est-à-dire dans le respect de notre cadre vraiment d'intervention, c'est de réorienter vers les partenaires extérieurs ou de ville ou d'autres services sociaux hospitaliers et de réorienter la personne et son entourage vers les partenaires adaptés et adéquats et qui seront susceptibles de répondre aux demandes. Je ne sais pas, voilà. Oui, peut-être ce que je rajouterais aussi de ma place, c'est que de ce que je vois comme réponse, c'est que la limite, elle est liée aussi à l'endroit où l'assistante sociale hospitalière va être positionnée. Selon les établissements hospitaliers, des fois le service est doté de nombreux travailleurs sociaux et d'autres pas. Si on prend l'exemple de l'Institut du cancer de Montpellier, nous sommes 6 assistantes sociales et nous sommes sectorisées dans l'établissement. Donc, certains de mes collègues interviennent seulement sur de la chirurgie, d'autres sur de l'hôpital de jour, d'autres sur de la médecine palliative, de l'équipe mobile de soins palliatifs. Et je trouve que là, le temps est déjà conditionné. L'assistante sociale ne va pas avoir tout à fait les mêmes missions en chirurgie que sur un service de médecine palliative, par exemple. Donc, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le temps de la chirurgie est plutôt un temps qui est court, où l'assistante sociale va devoir intervenir de façon rapide, créer une alliance avec les patients rapidement, parfois sur de la recherche de structure ou pas, mais on est sur des durées de séjour qui sont parfois très courtes, contrairement à un service de médecine palliative où l'assistante sociale aura le temps de rencontrer les patients, les familles à plusieurs reprises,
Voilà. Pour moi, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est le lieu où on intervient, le lieu et les missions, et donc le service où on intervient et les missions que le service social a construites dans ce service qui font qu'il y aura une limite dans ce temps-là, enfin, à l'accompagnement social, excusez-moi. Moi, je me permets, je pense que la limite, malheureusement, elle se fait naturellement parce que lorsque le patient vient à décéder, forcément, la famille ne revient pas forcément sur la structure de soins pour les dossiers et l'accompagnement social, il va se retrouver à proximité de son domicile. Souvent, nous, on essaie, parce qu'aussi dans les temps d'hospitalisation, les temps d'hospitalisation sont courts et la vie du patient, elle est aussi à l'extérieur. Donc, lorsqu'on a un traitement et que de façon très ponctuelle et qu'il y a une intercure où le patient est à son domicile pendant plusieurs semaines et plusieurs jours, on essaie de trouver du relais sur l'extérieur justement pour qu'il y ait une continuité dans la prise en charge sociale. Et je ne dis pas que c'est chose facile aujourd'hui. Alors, nous avons une deuxième question. Faut-il faire attention au glissement de tâches? Une assistante sociale est-elle la professionnelle qui doit échanger avec les soignants du domicile? Je ne sais pas qui veut répondre. C'était l'intérêt de la troisième partie, justement, d'expliquer qu'on travaillait en lien avec l'équipe médicale de l'institution, en lien avec les infirmiers de coordination, les aides-soignants qui interviennent auprès de la personne. Nous, ce qui est important pour nous, c'est surtout d'avoir une photographie de l'autonomie de la personne pour pouvoir proposer les aides adéquates et adaptées sur un maintien ou un retour à domicile. Après, évidemment qu'il y a un échange entre professions médicales, entre médecins avec le médecin traitant, entre infirmiers libéraux et l'infirmier du service. Mais tout ça se fait au travers de ce travail en équipe pluridisciplinaire. Mais bien évidemment que pour des questions médicales, on est tout à fait d'accord. Du médical pur, l'assistance sociale n'intervient pas sur les soins médicaux à proprement parler. On est sur plutôt de la coordination et du relais sur le domicile. Oui, encore une fois, peut-être pour compléter, parce que je pensais aux infirmières libérales, enfin parfois le seul interlocuteur que nous pouvons avoir aussi sur le domicile, ce sont les infirmières libérales. Donc l'idée, ce n'est pas d'échanger toutes les informations qui concernent le patient, mais bien celles déjà avec son accord. Hein, ça, c'est encore une fois des choses qui sont posées tout le temps avec les patients. Et bien évidemment, l'idée est d'échanger les informations les plus pertinentes à son maintien ou à l'amélioration de son maintien à domicile. Donc, personnellement, ça ne me dérange pas de communiquer avec les soignants du domicile. On peut être parfois aussi amené à communiquer avec les médecins traitants. Mais encore une fois, ce partage d'informations, il se fait dans un cadre précis, avec un objectif et pas sur voilà, l'entièreté de la situation sociale des personnes. Pour reprendre ce que tu disais, c'est vrai que nous, on n'a pas de visibilité, les assistantes sociales à l'hôpital, on n'a pas de visibilité de comment vivent les gens à domicile. Donc, il y a des moments où l'infirmière va être notre seul regard sur la situation des personnes. Une troisième question. Alors, il y avait un commentaire, une information sur les aides financières accordées aux patients via l'évaluation de l'assistance sociale par le comité d'action sociale d'ELI, j'espère que je prononce bien, association de patients et de proches. Voilà. Et ensuite, une question sur les critères d'accès à la PCH.
Pardon, je vais peut-être parler des critères d'accès à la PCH. Du coup, les critères d'accès à la PCH, ce sont en fait, il faut avoir un handicap, ou en tout cas ce qu'on appelle une difficulté absolue dans un des actes de la vie quotidienne ou deux difficultés graves. En fait, la PCH, pour faire simple, elle va venir évaluer les capacités fonctionnelles et cognitives d'une personne sans aucune aide extérieure, ni humaine, ni technique. Donc, est-ce que la personne est en capacité de se déplacer, c'est-à-dire se déplacer sans fauteuil roulant, sans canne, sans déambulateur? Est-ce que la personne est en capacité d'avoir des mouvements de préhension fine? Est-ce que la personne est en capacité de conduire? Est-ce que la personne est en capacité d'assurer ses soins d'hygiène corporelle ou de s'alimenter, tout ça sans aide technique ou humaine? Et dès lors qu'il y a un de ces actes qui n'est pas réalisable, vous pouvez prétendre à la PCH, aide humaine. Il y a aussi la PCH aide technique pour tout ce qui est aménagement de logement et adaptation de véhicules et plus largement pour les enfants scolarisés. Il y a aussi tout ce qui est accompagnant, auxiliaire de vie scolaire, etc. Donc, c'est une difficulté grave, c'est-à-dire une difficulté absolue, donc l'acte n'est pas réalisable par la personne seule, ou deux difficultés graves, c'est-à-dire que la personne peut réaliser cet acte, mais cet acte est réalisé de façon trop altérée. Voilà. Donc ça, c'est une évaluation qui est réalisée habituellement par les travailleurs sociaux, médico-sociaux, puisqu'il y a des infirmiers et des assistants sociaux au sein des MDPH. Cette évaluation, c'est une grille GEVA qu'on appelle, une grille d'évaluation de l'autonomie de la personne. Et c'est à partir de cette grille qu'on peut évaluer ces capacités-là et donc l'éligibilité à cette PCH, une prestation de compensation du handicap, voilà, qui peut permettre de financer des auxiliaires de vie, d'aide à la personne, en sachant que ce qui est important de savoir, c'est que la PCH ne finance pas d'aide ménagère. Le service ménager n'est pas compris dans l'aide de la PCH, contrairement à l'APA. Voilà, ces deux aides étant un petit peu différentes. Merci Gaëlle. Nous avons une autre question. Comment avez-vous initié votre partenariat concernant la délégation des compétences entre vous et le département sur le dispositif APA et PCH? Pourriez-vous m'en dire plus? Je pense que c'est Gaëlle aussi. Alors, c'est un partenariat qui existe depuis plusieurs années, bien avant que j'intègre le GCS Relais Santé Pyrénées, qui était initialement un partenariat qui avait été créé avec le réseau de soins palliatifs qui existait sur le territoire des Hautes-Pyrénées. Ce partenariat-là, il avait été possible parce qu'il y avait des liens étroits clairement entre les deux directions et surtout que chacun y a vu un intérêt commun et un intérêt pour le patient. Ce partenariat, je crois que c'est quand même essentiellement une volonté du département ici, puisque aujourd'hui le département des Hautes-Pyrénées expérimente cette délégation avec les assistantes de service social hospitalier du SSR, d'un des établissements publics du territoire. Voilà, ça c'est une expérimentation actuellement sur les SSR qui ont été identifiés comme des services où les sorties d'hospitalisation pouvaient être en tension, mais preuve que c'est avant tout une volonté départementale, je crois, mais qui reste un partenariat intéressant, je pense, à développer. Oui, je pense qu'après chaque établissement, juste pour préciser, chaque établissement arrive à développer un partenariat. Nous, grâce aussi à la MDPH et au conseil départemental de la Haute-Garonne, on est arrivé dans le cadre justement des PCH aide humaine à
demander une étude urgente des dossiers, mais uniquement dans le cas des PCH aide humaine. Oui, je rebondis sur ce que tu dis aussi. C'est dans l'Hérault aussi, maintenant, enfin, la PCH peut étudier les dossiers en urgence sur un cadre bien précis, quand même aussi, avec des critères, mais ça fonctionne bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dernièrement, l'ensemble des assistantes sociales, on a un petit groupe de travail sur Montpellier et les territoires un peu à proximité. On a rencontré l'équipe de la MDPH de Montpellier et ils essayent de travailler aussi avec les MDPH des autres départements pour pouvoir harmoniser certaines de leurs pratiques, parce que si on revient un petit peu sur l'histoire des critères d'accès à la PCH, alors maintenant, il y a la grille d'évaluation qui est nationale, mais c'est assez récent quand même que ça fonctionne comme ça. Et encore une fois, il y a toujours le libre arbitre des personnes qui vont aller évaluer à domicile la situation de la personne. Donc, voilà, encore une fois, on fait une pré-évaluation de l'hôpital avec ce que l'on peut observer de l'autonomie de l'hôpital, mais nous n'avons pas ce regard et cette projection sur comment la personne voilà, évolue à domicile. Donc, la PCH, ça cristallise bien un petit peu toutes ces questions, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec les infirmières, enfin, avec tous les professionnels du champ médical pour pouvoir être au plus près des besoins des personnes à domicile. Merci pour vos réponses. Donc, il nous reste 4 petites minutes pour répondre aux 2 dernières questions. Donc, l'avant-dernière, pourriez-vous m'expliquer la différence entre une AS et une CESF? Nous avons remarqué que certains postes d'AS étaient proposés sur des profils CESF. Je ne sais pas qui veut répondre. Alors, je pense qu'il y a déjà au niveau du diplôme, le diplôme est différent. Nous, on parle d'un diplôme d'État d'assistante de service social avec des compétences particulières, spécifiques. Je pense que la conseillère en économie sociale et familiale, c'est plutôt un diplôme un BTS avec d'autres compétences, peut-être plus sur la gestion de budget. Alors, moi, je vais parler de mon métier, de notre métier. Nous, on est sur des compétences psychosociales, de l'accompagnement du patient ou de l'usager, tout dépend du public que l'on accueille, avec voilà, un accompagnement qui se fait progressivement et qui va toucher, comme je le disais, plusieurs sphères du patient autour de son projet de vie. Donc, ça va être à la fois au niveau de ses problèmes financiers, mais on ne va pas être dans la gestion financière du budget du patient. On va être dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle, voilà. Mais on n'est pas dans cette gestion-là. Alors, mes collègues peuvent peut-être compléter mes informations. Après, je n'ai pas une spécialiste du diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. Alors, une des différences aussi, c'est que voilà, nous avons un DE, effectivement, nous avons un code de déontologie et nous sommes soumis au secret professionnel. Ça, c'est pour les aspects... les a vus historiques, mais aussi techniques des différences. Après, moi, j'y lis autre chose dans cette question, c'est-à-dire que effectivement, nous aussi, nous avons constaté que certains postes sont ouverts, pas qu'au CESF d'ailleurs, que finalement, c'est ouvert à tout diplôme. Donc, la question, moi, je la renverserai, c'est-à-dire que je me demanderai pourquoi les institutions, finalement, proposent tel diplôme à tel diplôme pour ce type de poste. Donc, j'ai une vague réponse à ça. Peut-être est-ce qu'il y a une question de salaire, je ne sais pas. Je faudrait étudier amplement tout ça. Mais en tout cas, si on se recentre sur le service social hospitalier, en tout cas, parce qu'on a ouvert un poste il n'y a pas très longtemps, normalement, dans les établissements hospitaliers, les postes ils sont très fléchés avec le diplôme d'État assistante sociale.
Il me semble aussi qu'une des différences, et c'est ce qu'on peut voir sur l'émission sur le conseil départemental, sur le service social de secteur, je pense que les missions des CESF sont plutôt axées sur le logement. Mais encore une fois, voilà, peut-être que j'en ai une vision assez parcellaire de leur profession. Mais c'est vrai que ça pose question sur finalement le travail social, les différents diplômes qui existent et finalement, qu'est-ce qui se passe voilà, dans tout ce mélange. Et on l'a vu avec les réformes des formations. Les réformes du diplôme. Voilà, je n'ai pas plus de précision. Alors, on avait une dernière question qui, en fait, est une information de Madame Guérin. Dans la prise en charge en soins palliatifs au centre hospitalier de Sète, l'accompagnement social peut se poursuivre après le décès du patient auprès de sa famille et de son entourage. Alors, je ne sais pas si ça amène un commentaire de nos intervenantes. Moi aussi, un petit quand même, c'est ce que j'allais reprendre. C'est une des missions de l'assistante sociale dans les équipes de soins palliatifs, qu'elles soient équipes mobiles soins palliatifs ou des réseaux. Et c'est vrai que même dans un établissement hospitalier, et nous ici on a une équipe de soins PAL, l'assistante sociale est amenée à continuer son accompagnement sur ce qu'on appelle l'accompagnement post-décès. Donc, alors peut-être que je me suis mal exprimée parce que c'était pas, je m'exprimais pas en me disant que c'était la volonté de l'assistance sociale. Je parlais plus de la volonté et du souhait de l'entourage familial qui des fois a du mal à revenir sur le lieu de soins après un décès et qui souhaite plutôt être accompagné dans ces démarches d'après-cancer vers l'extérieur. Voilà, peut-être que ma précision est plus juste. Non, c'est bien, mais ce que ça m'évoque, si j'ai encore une minute, c'est quand même sur cette question-là, il est quand même difficile de trouver un relais pour les familles. Voilà, alors, voilà, il est difficile de trouver un relais. Parfois, la situation sociale est compliquée, administrative, financière. Le décès a engendré une multitude de problématiques. Et voilà, dans ce bouleversement qui est là, c'est vrai que c'est difficile de l'hôpital d'arriver à s'appuyer sur des équipes. Les réseaux peuvent le faire, mais encore une fois, c'est une mission qui n'est pas couverte par grand monde. Enfin, je passe pas une mission. Oui, les réseaux, le service social aussi de l'assurance maladie, quand la compagne ou le compagnon est en arrêt maladie. Enfin bon, mais il faut trouver. C'est vrai que c'est compliqué hein, lorsqu'on a en plus initié un accompagnement comme ça au sein de l'établissement. C'est difficile de passer le relais dans ces moments particulièrement douloureux. Mais voilà, ça peut se faire si on trouve. Alors, on a fait le tour des questions. Je crois que le temps est venu de nous quitter. Nous remercions chaleureusement nos 3 intervenantes, Magali, Emmanuelle et Gaëlle. Merci à tous de vous être connectés. Nous étions une 50aine de participants aujourd'hui. Je vous rappelle, n'oubliez pas de répondre à notre questionnaire de satisfaction, c'est important pour nous pour pouvoir entamer la saison 3 des Jeudis d'Onco-Occitanie en 2023. Oui, ça sera déjà la troisième saison. Je vous donne également rendez-vous pour une session consacrée aux soins palliatifs des Jeudis d'Onco-Occitanie, qui se tiendra le jeudi 15 décembre, toujours en webinaire de 13h à 14h. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente après-midi.